Pourquoi la technologie est la clé du projet européen de demain ? Bienvenue dans Bâtiments du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transition énergétique. Cette semaine, Nicolas Brienne nous invite au cœur d'Euratechnologie, site d'excellence et d'innovation situé dans les Hauts-de-France. Il nous partage l'ambition de l'un des principaux incubateurs de start-up d'Europe. Économie zéro carbone, start-up innovante, révolution industrielle, la technologie est la clé du projet européen de demain. Avec un atout, des entreprises à l'avenir prometteurs à l'avant-garde des transitions énergétiques. Bâtiments du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Nicolas, merci de m'accueillir ici au sein d'Euratechnologie. Alors quand on parle d'innovation dans ce podcast, l'innovation en région, je pense que là, on est vraiment au cœur de l'innovation. Euratechnologie, en plein cœur de la métropole illoise. On pourrait le déterminer comme ça et le définir comme ça ? Vous êtes tombé pile au bon endroit. Ouais. C'est quand même le premier lieu d'innovation en Europe. Ouais. Quand on y pense, c'est un peu dingue. C'est-à-dire que c'est pas à Stockholm, c'est pas à Berlin, c'est même pas à Paris que ça se passe. C'est Lille. C'est Lille, le plus grand lieu d'innovation en Europe, Euratechnologie. En fait, si on regarde les choses, Lille, on peut dire que c'est le nord de la France, on peut aussi dire que c'est le centre de l'Europe. Ouais. Ici, on a 1 heure de Londres, 1 heure d'Amsterdam, 1 heure de Paris. Et c'est ce qui fait qu'avec cette position incroyable, on se retrouve au cœur de l'innovation technologique européenne. Peut-être qu'avant d'aborder ces sujets stratégiques à fort enjeu pour la France et le territoire, est-ce que tu veux bien te présenter à nous en 2-3 mots ? Je m'appelle Nicolas Brienne, donc je suis le président du directoire d'Euratechnologie, premier lieu d'innovation en Europe, comme je le disais à l'instant. Et moi, tout le fil conducteur de ma vie, en fait, ça a été le service de l'intérêt général. Ouais. À chaque fois que je suis allé dans un job, c'est parce qu'il y avait un défi qu'on me posait pour avoir un impact sur la vie des gens. Donc j'ai fait du cabinet ministériel, j'ai levé des fonds pour l'école polytechnique et je me suis retrouvé là un petit peu par hasard président du directoire d'Euratechnologie, qui est en fait un projet absolument dingue quand on y pense, parce que qu'est-ce que c'est que notre mission ? C'est en fait, ici, il y a 20 ans, ça n'existait pas. C'était une friche industrielle. Clair, ouais. C'était la plus grande usine textile d'Europe, en ruine. Et en l'espace de 12 ans, on en a fait le premier lieu d'innovation en Europe. On est passé des machines à coudre à la Silicon Valley, ce qui est un truc assez dingue, parce que du coup, la manière dont on envisage la tech, la technologie, l'innovation à Euratechnologie, elle est complètement différente de ce qui peut se passer ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est d'avoir un impact social et environnemental positif sur un territoire. Comment est-ce qu'on prend une friche industrielle pour en faire un lieu d'innovation avec du numérique responsable et un impact positif sur la vie des gens ? Ça, c'est la spécialité d'Euratechnologie. Et en fait, moi je me disais, là je regardais la carte du monde, je me dis qu'en fait, qui a cette expertise ? Prendre une friche industrielle et la transformer en lieu d'innovation numérique. Il n'y a pas grand monde, et Euratechnologie, c'est ce qu'on a réussi à faire ici à Lille sur le site donc de Leblanc-Lafont historique. Et puis également on a exporté ce savoir-faire pas très loin d'ici à Roubaix, sur l'ancien siège social de la Redoute, Blanchemaille, et à Willem également, et puis même au-delà de la région, en fait partout en Europe vous avez des délégations, encore là il y a quelques mois le gouvernement turc qui se déplaçait, une délégation palestinienne qui en fait viennent s'imprégner du savoir-faire Euratechnologie et qui nous disent en fait comment est-ce que vous avez réussi à transformer l'innovation en quelque chose de positif pour un territoire ? Donc c'est le savoir-faire à la française, mais à la lilloise, quand je t'écoute parler. Alors la spécificité aussi ici, c'est qu'on est dans un écoquartier, avec un objectif que tu évoquais tout à l'heure, devenir le premier incubateur zéro carbone dans le monde. C'est hyper ambitieux quand même. C'est hyper ambitieux, mais en même temps c'est notre ADN. C'est-à-dire que là on parle d'un écoquartier des années 2010. Donc bien avant qu'on commence à se fixer des objectifs COP21, on était vraiment Euratechnologie en train de se dire comment est-ce qu'on a un impact social et environnemental positif sur le territoire. Et ça, on ne pouvait pas le faire autrement qu'en visant des stratégies bas carbone. Et donc moi, je vais plus loin là maintenant, j'ai pris mes fonctions le 5 juillet dernier, et je dis nous allons devenir le premier incubateur au monde zéro carbone. C'est hyper ambitieux, mais ça fixe la ligne d'horizon. Et je crois qu'en travaillant à la fois sur nos métiers, sur nos expertises, et puis en donnant l'exemple, on est capable d'y arriver. Nicolas, on parle de transition aussi énergétique, de décarbonation. Concrètement, quelles sont les actions pour bien comprendre comment Euratechnologie s'implique dans ces enjeux majeurs en fait ? C'est à la fois très simple et très général. Moi, je crois que fondamentalement, il faut réinventer ce qui est normal. Qu'est-ce qui est normal pour un fondateur de start-up ? Est-ce que ce qui est normal, c'est d'aller maximiser le taux de clic sur une bannière publicitaire, ou est-ce que ce qui est normal, c'est de penser dès le premier jour où on crée sa start-up à son impact social et environnemental ? Et donc nous, dans la manière dont on va accompagner nos boîtes,
dès le premier jour, on va mettre au cœur cette question de l'impact social et environnemental. Concrètement. Et ça change tout. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple. Quelques exemples très simples. On a des expertises connues, reconnues sur le retail et le e-commerce. Ouais. Bon, comment vous voulez envisager la question du retail et du e-commerce sans penser à vos cycles, je pense, sur les déchets, sur les emballages. Comment est-ce que dans notre expertise PropTech, donc sur l'immobilier, vous pouvez ne pas envisager votre consommation d'eau, d'électricité et ainsi de suite. C'est des choses qu'on va devoir mettre au cœur, sinon les business tout simplement ne sont pas durables. Ici, il y a un mot en anglais qu'on prononce souvent à Euratechnologies, c'est future proof. Okay. On dit l'innovation elle doit être future proof, c'est-à-dire qu'elle doit résister au futur. De la même manière qu'on a waterproof ou bulletproof, future proof. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'innovation, vous pouvez être innovant 6 mois. Nous, ce qu'on invente à Euratechnologies, c'est pas des gens qui sont innovants 6 mois, c'est des gens qui vont durer, qui vont résister aux vagues d'innovation futures. Et donc, dont les innovations vont traverser les vagues technologiques. Changer le monde. Aujourd'hui, très concrètement, vous ne traversez aucune vague technologique si vous n'intégrez pas, dès le premier jour, les enjeux de décarbonation. Ça, c'est hyper important ce que tu dis là, parce qu'effectivement, la notion de l'innovation, la définition de l'innovation, toi, tu la vois sur du long terme. L'innovation doit durer et doit évoluer, mais en ayant un impact en fait sur la vie des gens, sur la vie des entreprises, sur la planète, sur les enjeux même qu'elle peut proposer. Je vais prendre un peu de hauteur et je vais te demander de regarder un peu dans le rétroviseur sur ce que tu as vécu ces derniers mois. En fait. Ces derniers mois, on s'est pris confinement sur confinement sur confinement. Et en fait, on a parlé de distanciation sociale, sauf qu'en fait, on n'a pas eu de distanciation sociale. On a juste eu une distanciation physique. La plupart de nos interactions sociales, nous, les êtres humains sur cette planète, on les a basculées dans la sphère numérique. Clairement. Donc, on a télétravaillé, on a e-consommé, on a fait du gaming, on a fait du e-sport et ainsi de suite, tout en et donc, en fait, moi, je me suis dit, mais attends, mais c'est extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que plus on aura de confinement, plus on va avoir ce que j'appelle moi le grand bond en avant numérique, l'accélération. Et une accélération de la transition digitale. Sauf que les gens, ils oublient un truc, c'est que toute l'Australie, elle était confinée à l'hiver 2019. Pas du tout à cause du Covid, à cause des feux de forêt. Ouais, totalement. Et donc, quand tu regardes à l'échelle de la planète, ce qui se passe, par exemple dans les Caraïbes où ils sont confinés plusieurs semaines par an à cause des cyclones, au nord-est des États-Unis ils sont confinés plusieurs jours par an à cause des tempêtes de neige, etc. En fait, on va être confiné de plus en plus au cours du 21e siècle. Et donc, on va être confiné à cause de quoi? Pas à cause du Covid, à cause d'événements climatiques extrêmes. Et donc, le seul moyen qu'on aura en fait d'affronter ces événements climatiques extrêmes, ce sera de basculer dans la sphère numérique un certain nombre de nos interactions sociales. Et pourquoi c'est absolument essentiel ce que je suis en train de dire, c'est que du coup, il n'y aura pas de transition écologique si elle n'est pas articulée avec la transition numérique. Et donc en fait, ton monde de demain, ton monde d'après, il marche sur 2 jambes. Et tes 2 jambes, c'est transition numérique, transition écologique. Et on va jamais très loin si on marche pas sur 2 jambes. Oui. D'autant plus que ce que tu es en train de dire là, c'est que finalement, ces confinements sont un avant-goût en lien avec les événements majeurs climatiques qui arrivent dans certains pays, qui pourront arriver aussi en Europe et pour lesquels il faudra s'adapter, malheureusement. C'est exactement ça. Les feux de forêt en Australie, demain on aura les mêmes sur la côte d'Azur. Les tempêtes, on pourra très bien avoir les mêmes sur la côte atlantique. Et donc, se dire que les phénomènes climatiques extrêmes vont entraîner des transitions digitales massives, ça il faut l'avoir bien en tête quand on envisage en fait une économie zéro carbone et numérique. Et oui. Alors on parlait d'une autre transition quand même, la transition agronomique qui est quand même majeure. J'ai eu l'occasion de rencontrer Mathieu Tout-le-Monde, le dirigeant d'une société qui s'appelle Terre à Terre et qui dit pas de neutralité carbone sans transition de l'agriculture. Là on voit bien aussi que l'industrie quelque part de l'agriculture elle est concernée. Comment finalement Euratech intervient aussi sur cette industrie agricole ? On voit bien qu'il faut qu'on réinvente complètement le rapport entre l'homme et la nature. Et la transition écologique, c'est une transition agronomique. On le voit là aujourd'hui quand par exemple vous avez des viticulteurs qui vous disent en Champagne qui vont être bientôt concurrencés par les mousseux britanniques parce que du fait du changement climatique, vous avez des transitions agronomiques extrêmement importantes à l'échelle des territoires. Vous avez des vins de Bordeaux ou des Châteauneuf-du-Pape qui vont devenir totalement imbuvables, là où vous allez avoir des Gewürz et des vins allemands qui vont devenir absolument incroyables. Et donc ce que je veux dire, c'est que
il ne peut pas y avoir de transition écologique sans repenser en fait la technologie comme un tiret entre l'homme et la nature et non plus comme une fracture entre l'homme et la nature. Et c'est ce que nous faisons à Euratechnologies. On est un des seuls incubateurs en Europe à avoir des champs. Et donc ça permet d'avoir un rapport à l'agrotech qui est très différent de la plupart des autres incubateurs en Europe où ils font que de l'agriculture urbaine par exemple. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là on est vraiment pour le coup de terre à terre. Tiens, comment fait une entreprise finalement comme Euratechnologies pour travailler sur sa transition énergétique aussi, parce que j'imagine que toutes les startups qui sont ici, le fonctionnement, la facture d'électricité à la fin du mois ou à la fin de l'année, elle doit être sucrée ou elle doit être salée, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a aussi une transition qui est en train de se faire pour que finalement le bâtiment devienne peut-être un peu plus durable? Est-ce que c'est facile à réaliser ou pas ça? Alors sur le bâtiment, il y a marqué une date, 1896. Ouais. Et donc quand il a fallu le rénover, le repenser, ce qui était devenu une friche industrielle en fait, dès le départ, ça a été inventé comme un éco-quartier, comme un projet vraiment en éco-conception. Oui. Alors après, en éco-conception des années 2010. Donc clairement, on a fait beaucoup de chemin depuis. Moi, je suis convaincu qu'en travaillant sur un certain nombre de choses très très simples, on peut passer d'une stratégie bas carbone à une stratégie zéro carbone. Je pense que c'est extrêmement important. On est sur un bâtiment totem ici qui doit être une vitrine. Oui. On peut pas juste se taper sur le torse en disant on va faire de la transition écologique, on va faire du zéro carbone, on va faire du tech for good, si derrière on montre pas l'exemple avec un bâtiment qui devient un démonstrateur aussi de technologie bas carbone. Alors il y a le bâtiment, il y a les fonctions support qui font fonctionner finalement ce bâtiment et qui hébergent, incubent également les pépites, les startups d'aujourd'hui ou de demain. Comment les startups finalement contribuent aussi à aider à la transformation digitale des entreprises et des industries? Quel est le lien et le rapport qu'il peut y avoir entre eux? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? Ou est-ce qu'au contraire, finalement, ces startups sont des laboratoires à ciel ouvert pour ces grandes entreprises qui ont besoin de se transformer? Écoute, Euratechnologies, c'est pas un lieu lillois, c'est un lieu européen. Donc on est vraiment au carrefour de plein de choses qui se passent et ça nous permet d'avoir une vision un peu à 360 sur la relation start-up grand groupe. Moi, ce qui me frappe, c'est une forme d'immaturité de la relation start-up grand groupe en Europe, comparée à ce que j'ai pu voir aux États-Unis, en Israël ou en Chine. En fait, si je te donne un chiffre, tu vois, les grands groupes américains investissent 6 fois plus dans les startups de l'intelligence artificielle que leurs homologues européens. Et le truc flippant dans ma phrase, c'est que c'est les homologues européens. Donc c'est pas, malheureusement, c'est pas une spécialité française. C'est quoi, cette immaturité? C'est une histoire de moyens financiers ou c'est une histoire de culture? En fait, je crois que tu mets le doigt un peu sur les deux. C'est-à-dire que concrètement, faire des POC, il y a du monde. Faire de la direction de l'innovation et qui est capable d'acheter des grands stands dans des événements dont je tairai le nom parce que je n'ai pas envie de me faire d'ennemis. Il y a du monde, il y a même du budget parfois en millions d'euros. Moi, ça m'hallucine. Ça me fait vraiment même de la peine quand je les vois défiler dans les couloirs de gros événements internationaux avec, vous savez, le petit drapeau de l'entreprise, là, comme ça, où on les emmène aux OA Startup. Je trouve ça triste. Aux États-Unis, ils ont une vision beaucoup plus financière et donc en fin de compte beaucoup plus rationnelle de l'innovation. C'est-à-dire que concrètement, une des personnes clés sur l'innovation dans un grand groupe aux États-Unis, c'est le CFO. C'est celui qui va décider, le Chief Financial Officer, qui va décider en fait de faire une acquisition ou pas. C'est le directeur de la strat qui va décider de faire du M&A ou pas. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les Américains ont absolument pas de scrupules à payer très cher et à acheter des startups. Là où les grands corporates américains, européens vont regarder ça avec un peu plus de méfiance, vont se dire est-ce que je suis pas en train de surpayer, etc., etc. Moi, j'en veux pour preuve. Vous voyez ce que font par exemple Visa et Mastercard. Visa est capable de racheter une start-up 5 milliards d'euros. Une start-up 5 milliards d'euros. Et à côté de ça, les Européens regardent ça avec un regard narquois, voire même un petit peu de mépris. Mais à l'arrivée, qui est le plus avancé dans sa transformation digitale? Je crois qu'il faut s'en donner les moyens. On est dans une révolution industrielle comme on en a rarement connu dans l'histoire de l'humanité. Ça mérite d'y investir un petit peu d'argent. Alors quand même, pour contrebalancer un peu tout ça, il y a quand même des beaux exemples parce que Euratechnologies a incubé des entreprises qui avaient simplement l'idée et qui ensuite se sont structurées. Tu as 2-3 exemples de belles entreprises qui ont fait soit des exits ou soit qui aujourd'hui sont rentrées en bourse ou sont des licornes. Enfin, Dans notre écosystème
l'écosystème Euratechnologies, en fait, on accueille les boîtes très jeunes. Et donc souvent, quand les fondateurs ils réussissent, ils ont même oublié qu'ils étaient passés par Euratechnologies. Je plaisante parce qu'évidemment, ils sont restés très attachés au projet. Bon, je pourrais citer un OVH, par exemple. OVH est passé par Euratechnologies. Tout à fait, qui nous tient à cœur. Et puis également des boîtes qui ont fait des super exits. Je pense à Dashbox, par exemple, qui a été racheté par Carrefour, qui est toujours là. Mapwise, un des plus beaux exits de la French Tech en 2021. De la French Tech, de France. Ils ont été rachetés par ServiceNow, donc énorme groupe américain. Bon, ils ont eu le malheur de faire la transaction le 13 août, donc forcément, pas grand monde en a parlé. Mais là, vous avez quelqu'un, donc en gros, qui fait des solutions de géolocalisation dans les bâtiments, qui a fait un exit absolument incroyable avec un très grand groupe américain. Mais ça illustre très bien ce qu'on disait juste avant, c'est que qui a mis le prix sur la table pour racheter la plus belle pépite de notre écosystème, c'est un Américain, c'est pas un Européen. Nicolas, quand on veut se transformer, quand on est une industrie, souvent on a besoin de changer un peu d'horizon, d'aller se rapprocher de jeunes entreprises. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des entreprises qui sont installées et qui ont besoin peut-être de se transformer d'un point de vue décarbonation, transformation digitale ou autre ? Ne pas écouter les conseils. Non, blague à part, mettre le paquet. C'est-à-dire qu'à un moment, l'innovation, soit c'est de la communication, et honnêtement, c'est ce qu'on voit quand même beaucoup. Et ça marche pas, c'est ça que tu veux dire ? Et objectivement, c'est très sympathique, hein, la culturation, les programmes d'entrepreneuriat, etc. Juste un moment, il faut que ce soit stratégique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on met des moyens ? Et donc, typiquement, la question que je pose, moi, à chaque fois que je rencontre un PDG du CAC 40 ou du SBF 120, je lui dis, jusqu'à combien vous êtes prêt à racheter une start-up ? Et en général, en fonction du chiffre qu'il me donne, je sais s'il est sérieux ou pas. Ok. Ah oui, tu as des ratios comme ça en disant, ok, c'est un acte de communication ou c'est un vrai engagement qu'il veut avoir pour transformer les choses. Un patron du CAC 40 qui me dit ouais, on va prendre une participation minoritaire dans telle boîte, ou alors on va éventuellement peut-être faire un POC avec tel machin. Je suis souriant et courtois, donc je ne vais pas abréger la conversation, mais je sais qu'il n'est pas sérieux. Moi, il y a un épisode, et je vais peut-être conclure là-dessus, qui m'a énormément marqué, c'est Drivey, donc leader européen de l'autopartage, racheté il y a 2 ans par Getaround, donc leader américain de l'autopartage. Et en fait, j'en ai énormément voulu aux grands groupes français, leaders de la mobilité. On a SNCF, on a RATP, on a Keolis, on a Eiffage, on a Vinci. Enfin, personne s'est posé la question ou personne n'a pris le risque, c'est ça ? À quel moment des gens dont le métier c'est de gérer des places de parking et des concessions autoroutières ne se disent pas, tiens, mais avec l'autopartage, juste mon business model va être impacté pour les 20 prochaines années. Et donc, ça m'a beaucoup attristé parce que Getaround, en fait, pour finir l'histoire, était en fait même pas plus gros que Drivey. Seulement, ils étaient mieux financés. Ils étaient mieux financés. Ils avaient des investisseurs plus solides derrière eux. Et c'est comme ça que le leader mondial de l'autopartage aujourd'hui est américain, alors qu'il aurait pu être européen. Et donc, je le dis à nos amis du CAC 40, vous avez une responsabilité historique, et on adorait travailler sérieusement avec vous. Et venez à Lille. Et venez, non pas au nord de la France, mais au centre de l'Europe. Parce que ce qui se construit en tech n'a pas de frontières et doit être donc pensé au niveau continental. Merci Nicolas d'avoir participé au podcast Bâtiment du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci Schneider Electric et merci à tous. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.